On va commencer. Fais un petit coup de Larsen, tu vas voir. S'il vous plaît. Bon, merci à toutes et tous d'être là encore une fois. C'est la 16e semaine de l'agression israélienne contre les Palestiniens de Gaza. 112 jours sous les bombes, 112 jours d'une guerre génocidaire menée par Israël. On compte aujourd'hui au moins 26 000 morts, dont 12 000 enfants, c'est-à-dire 1% environ de la population de Gaza. Il y a plus de 65 000 blessés, plus de 2,5% de la population de Gaza. Ça équivaut à peu près à 700 000 victimes en France, rapportées à la population. Plus des milliers, voire des dizaines de milliers de disparus. On compte en réalité les chiffres, on l'a déjà dit, ce sont les chiffres officiels qui proviennent des hôpitaux. Les gens qui sont entrés, qui sont sortis ou blessés ou morts ont été comptabilisés, les autres non. Il y a donc certainement beaucoup plus de victimes que ce qui est annoncé. Et malgré ça, la plupart des médias, notamment occidentaux, disent chiffres non vérifiables parce que ça vient du Hamas. 85% de la population a fui vers le sud de la bande de Gaza. Rafah, c'est la ville qui est tout à fait au sud, à la frontière avec l'Égypte, compte d'habitude 300 000 personnes. Il y a aujourd'hui plus d'1 300 000 personnes qui s'entassent dans des tentes dans Gaza, autour du camp de réfugiés de Gaza. Il n'y a toujours pas de nourriture. 80% de la population est, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, menacée de famine critique. Alors il y a différents niveaux pour décider du degré de famine. Et la famine totale, absolue, c'est 25% de la population. L'ONU alerte depuis déjà longtemps que 93% de la population souffre de faim extrême. Il y a actuellement des pluies torrentielles qui tombent sur Gaza, ce qui rend la vie des Palestiniens encore beaucoup plus compliquée puisque les tentes ne sont pas étanches, qui pataugent dans la boue et dans l'eau, qu'il fait très froid. Et on a noté que des enfants sont morts de faim et de froid à Gaza dans les quelques semaines passées. Un véritable problème, c'est la santé, évidemment, à Gaza. Vous le savez, les hôpitaux sont régulièrement ciblés par les bombardements, que ce soit les bombardements par les avions ou par les chars. Actuellement, l'hôpital Nasser à Khan Younis, qui est la grande ville du sud, avant Rafah, mais dans le sud quand même, est soumis à des bombardements constants, entouré. Les soignants, quelques soignants restent malgré tout, mais il n'y a plus que 3 hôpitaux qui sont très vaguement opérationnels sur les 36 de la bande de Gaza. Le personnel donc est délibérément ciblé, les ambulances également. Les femmes sont particulièrement victimes de la guerre génocidaire d'Israël. Énormément de femmes étaient enceintes au début de 50 000 à peu près, disait-on, étaient enceintes au début de l'attaque israélienne. Et on compte énormément de fausses couches, de femmes mortes en couches. Elles sont affaiblies, elles ont froid, elles accouchent souvent dans la rue ou au sol dans les couloirs des hôpitaux. On est véritablement dans une situation de génocide, d'éradication complète d'une population entière. Alors dans ce contexte, vous avez suivi, j'imagine, la plainte de l'Afrique du Sud contre la politique génocidaire d'Israël à la Cour internationale de justice, la CIJ. La CIJ a donné son premier verdict hier. Elle reconnaît la forte probabilité de génocide.
Les responsables d'Afrique du Sud ont décrété que c'était, je cite, une victoire décisive pour l'état de droit international, une étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien. Alors, qu'a demandé la Cour internationale de justice à Israël? Je cite à nouveau, de prendre les mesures pour empêcher le génocide, de s'assurer que l'armée ne commet pas d'actes de génocide, d'empêcher et punir l'incitation publique au génocide, y compris par le gouvernement et des responsables militaires, de permettre aux services élémentaires et à l'aide humanitaire d'entrer et d'aider les civils de Gaza, de conserver les preuves liées aux violations de la Convention sur le génocide et enfin de remettre un rapport à la CIJ d'ici à un mois sur les mesures que je viens de citer. Les réactions sont multiples et divergentes sur l'avis de la Cour. Alors, c'est plausible, disent-ils, le génocide est plausible, et pour la première fois, Israël est véritablement mis en accusation au niveau du monde entier, et notamment devant les détenteurs de la légitimité internationale. Et d'ailleurs, les pressions augmentent pour faire arrêter l'attaque contre les civils de Gaza. Un autre point positif, c'est que après cette décision, les États tiers sont tenus d'agir pour empêcher et punir le crime de génocide. Par contre, il n'y a pas de cessez-le-feu demandé. Et les Palestiniens sont extrêmement déçus par l'avis de la Cour. Alors ils reconnaissent évidemment l'avancée considérable que l'on vient de décrire, mais le fait qu'il n'ait pas demandé de cessez-le-feu est un revers quand même pour les Palestiniens. En plus, cet avis n'est pas contraignant, et déjà Netanyahou a évidemment dit que non seulement c'était désolant, scandaleux, etc., mais qu'il s'en fichait et qu'il continuerait comme précédemment. Les États-Unis ont dit que la plainte, l'accusation n'avait aucun fondement, à nouveau là, maintenant. Et puis surtout, la CIJ laisse un mois de plus de génocide potentiel, puisqu'elle demande que dans un mois, Israël revienne devant elle pour vérifier que les mesures demandées ont été appliquées. Donc ça veut dire un mois de massacre encore, sans protestation du tout au niveau international. Et pour bien donner un message très clair, depuis hier, les attaques contre la ville de Khan Younis sont augmentées considérablement. Rien que la nuit dernière, il y a eu 135 morts. Un centre des Nations Unies qui abritait des réfugiés, des déplacés, a été bombardé, ça a fait 13 morts de plus. L'hôpital Nasser, donc le grand hôpital de Khan Younis, est entouré, frappé par les tirs des chars. Il y a actuellement dans l'hôpital 350 patients et 5000 déplacés, selon l'OMS. Mais il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de matériel. Et enfin, l'UNRWA, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, est à nouveau dans le collimateur des États-Unis, d'Israël bien sûr, et d'autres pays parce que certains de ses membres sont accusés d'avoir peut-être été parmi ceux qui ont commis l'attaque du 7 octobre. Il va d'ailleurs y avoir une enquête interne, hein, c'est toujours très transparent ce qui se passe au niveau de l'UNRWA. Mais l'UNRWA, c'est une structure qui a été créée pour un an, au plus deux, en 1949, après ce qu'on appelait la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de 800 000 Palestiniens au moment de la création de l'État d'Israël. Et 75 ans après, l'UNRWA est toujours là. Et sa présence aujourd'hui est une preuve évidente que la question des réfugiés n'a pas été réglée, que le droit au retour n'a pas été accordé alors qu'il est inscrit dans le droit international. Et ça fait très longtemps que les États-Unis et Israël, bien sûr, veulent absolument se débarrasser de l'UNRWA parce que c'est le témoin du crime originel. C'est le témoin que 800 000 personnes ont été chassées de chez elles et n'ont jamais pu y revenir. Donc on est devant une attaque tous azimuts. Là, il y a déjà des pays qui ont dit, parce que c'est une structure qui dépend des dons des États. Et il y a déjà plusieurs pays qui ont décidé d'arrêter de financer l'UNRWA, qui déjà est en situation extrêmement critique financièrement pour aider les Palestiniens qui sont enregistrés chez eux,
Il y a à peu près 8 millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui et presque 6 millions sont enregistrés à l'UNRWA. Les autres dépendent d'autres structures. Mais bon, ces 6 millions-là, il faut beaucoup d'argent pour leur fournir la nourriture de base et les services de base, et l'UNRWA va bientôt ne plus pouvoir le faire. Donc on est, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer après l'avis de la Cour, dans une situation qui ne s'arrange pas, pour l'instant pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, on continue à rester mobilisés, il faut qu'on continue à faire pression sur nos autorités, comme je le dis à chaque fois, hein, bien sûr, mais malheureusement la situation perdure, et que donc on vous demandera à nouveau de se retrouver et de dire non au génocide et oui à la liberté pour les Palestiniens, oui à la justice et Palestine libre.